Alors, Emmanuel Vigneron, vous avez réalisé à la demande du SMPS une étude dont on a parlé hier matin sur les périmètres des GHT et la pertinence de ces périmètres au regard des réalités locales. Une étude précieuse pour mieux comprendre ces 135 regroupements de 826 entités qui présentent des périmètres et des organisations qui, vous le savez bien aujourd'hui, ont toute leur diversité. Vous avez mené cette étude détaillée à partir des données géographiques de l'ensemble des GHT, de leurs projets médicaux, de leur territoire d'exercice. Vous allez nous en présenter les principaux résultats, mais il faut dire que ces principaux résultats rentrent dans le cadre d'un rapport qui fait une trentaine de pages et qui mérite vraiment d'être lu dans son intégrité parce que c'est un vrai regard ouvert, sans concession et très nourri sur la réalité et les perspectives de ces GHT. Dans cette étude, vous plaidez pour les GHT, pour l'opportunité qu'ils représentent, et je vous cite, comme seul outil pertinent des politiques territoriales. Mais vous le dites aussi, la loi ne dit rien des territoires sur lesquels les GHT doivent se former. Ces territoires proviennent des contrats entre les établissements du GHT sans responsabilité territoriale associée et spécifique. Donc le T de GHT, il reste encore à construire, il reste encore à définir avec un grand enjeu, c'est évaluer l'aire légitime de ces regroupements. Et à l'heure où ces GHT se mettent en place, avec les comités de suivi qu'on connaît, il est essentiel d'évaluer au plus précisément ces aires pour corriger les éventuels défauts. Et ces défauts, vous en parlez, vous avez une formule que j'aime bien, une de vos formules, vous dites qu'il ne faut pas que ça devienne une luxation congénitale non corrigée qui empêcherait les GHT d'avancer. Alors avant qu'on rentre dans les cartes, avant qu'on ne voit vos simulations, avant qu'on ne voit quel est pour vous le nombre idéal de ces GHT, en quoi la définition de ces aires est-elle un enjeu essentiel aujourd'hui au projet GHT Emmanuel Vigneron? Merci. Bonjour à tous. Ce que je voudrais dire d'abord, si vous le permettez, vous avez évoqué le livre là, L'hôpital et le territoire, publié par la Fédération. Je voudrais aussi signaler la parution d'un ouvrage prochain sur les GHT que je coécris avec Claudine Espert, Jacques Boinger, le doyen de Montpellier, enfin ancien doyen de Montpellier, et notre ami commun à tous, Jean-Michel Budet. Ça sort chez Berger-Levrault dans peu de temps. Et dans ce bouquin, on inclura cette étude, d'accord avec Jérémy, on inclura cette étude que j'ai conduite pour le SMPS. Ce que je veux dire par là, c'est remercier le SMPS de m'avoir donné l'opportunité de mener ce travail que je désirais tout autant que le SMPS conduire, parce que il apparaissait utile, tantôt 2 ans après leur arrêté au 1er juillet 2016, d'essayer de mener un premier bilan des GHT. Ce bilan, on aurait pu le mener il y a 2 ans déjà, dès l'origine, car aussi bien il est trop tôt pour tenter de mesurer des effets des GHT, soit sur les finances hospitalières, soit sur le service médical rendu, qui sont les 2 objectifs visés par l'article 107 de la loi. Mais pour l'instant, ce qu'on peut seulement se réduire à faire, c'est au fond une sorte de bilan anthropométrique du GHT, ce qui permet d'en étudier certaines caractéristiques externes dont on peut penser qu'elles constituent des sources de fragilité pour l'avenir. Et du reste, on entend déjà dire en beaucoup d'endroits et par beaucoup d'acteurs que certains aspects des GHT ou certains GHT pourraient être revus. Ça ne veut pas dire tout mettre à bas au bout de 2 ans et recommencer la copie, bien au contraire. Ça veut dire, pour éviter que la copie ne soit ici ou là déchirée ou abandonnée sur le coin de la table, qu'on la corrige quelque peu. Ça, je le dis tout de suite, c'est pas quelque chose d'énorme. L'autre chose, et puis après j'y vais, mais l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est faire le lien. Si j'ai accepté cette mission que me confie le SMPS, c'est aussi parce que j'estime qu'un syndicat comme le SMPS est ici vraiment parfaitement dans son rôle, et on le voit bien dans les 5 thématiques là, de votre plaquette, celle présentée par Marie hier, qui porte sur cette approche territoriale comme source de la vitalité des établissements.
Je rappelle, contrairement à ce que vous dites, que la loi n'attribue pas spécifiquement à l'établissement public de santé une responsabilité territoriale, à la différence de ce que cela a pu être, y compris jusqu'à la loi de 1970 et à la sectorisation. Mais c'était déjà le cas tout au long du XIXe siècle, depuis 1851, avec la définition du domicile de secours, qui attribuait à tel ou tel établissement une responsabilité dans le territoire de ressort de son domicile de secours, enfin des domiciles de secours qu'il devait recevoir. Donc aujourd'hui, il n'y a pas ça, mais il n'en reste pas moins que le territoire est une nécessité, d'abord une obligation morale pour l'exercice du service public, mais aussi une source de vitalité pour l'établissement public de santé dans le concert d'aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, la définition la meilleure possible de ce territoire à venir de responsabilité, car un jour il sera à nouveau désigné comme tel, ce qu'il n'est pas aujourd'hui dans les missions des établissements de santé, de manière extrêmement claire. Cette obligation viendra, c'est d'autant plus important, cette bonne définition, que comme le disait Jules Romain, l'homme va bien là où il va tout entier. Donc la question du cadre est importante. Ce n'est pas une question secondaire, ce n'est pas non plus la source de tout, mais c'est une question qui doit être bien et clairement réglée. C'est, je crois, l'objectif du SNPS. Donc ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est examiner les GHT d'un point de vue externe, anthropométrique. Quelle est leur taille, quel est leur contenu, des choses qui sont assez simples et qui sont tout de même éloigné encore de ce dont on parlera à la fin, de l'évaluation du service médical rendu qu'ils procurent ou de l'évaluation de leur effet sur les finances publiques. Donc voilà. on va rentrer dans cette approche dans anthropométrique, dans le vif du sujet, dans le vif des cartes que vous avez réalisées, en commençant par regarder la composition justement de ces GHT au profil très hétérogène. Vous les avez recensés. Alors la carte là dit tout de leur diversité. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots de cette première carte qui montre véritablement des très grandes disparités ? Bon, je ne les ai pas recensés, il ne faut pas non plus employer des mots qui ne sont pas les bons, parce que 135 GHT, ce n'est pas moi qui les ai recensés. Ils existent, ils sont là, 135, c'est vite compté, on peut les mémoriser tous. Donc je n'ai pas vraiment recensé. J'ai cartographié les GHT. Comme vous le voyez, je n'ai pas dessiné des patates, à la différence de la carte de la Fédération hospitalière de France, parce que je m'y oppose. Parce que la loi n'a pas accordé aux GHT de responsabilité territoriale particulière dans un cadre territorial fixé que ce serait celui d'une patate. Donc j'ai créé plutôt, comme le GHT est dans l'esprit du contrat, du libre contrat entre établissements, j'ai dessiné des oursins qui montrent des interactions entre un établissement support et les établissements membres du GHT. Je m'oppose relativement à ce qu'on dessine des patates. D'ailleurs, d'abord parce qu'entre deux patates, il y a toujours des zones blanches, alors que le service public, il est partout présent, il doit être partout présent. Et donc, premier point. Mais ce que montre donc ceci, et même de loin, et même projeté comme c'est-à-dire pas comme je le vois là, mais comme on le voit là à l'écran, c'est qu'il y a des configurations qui sont très variables. Chacun d'ici voit le GHT du Limousin, dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine, nord-est de la Nouvelle-Aquitaine, qui s'étend sur une très grande surface, de même que son voisin dans la partie septentrionale de l'Auvergne ancienne, etc., où on voit Nancy, dont le GHT se projette au loin, ou Verdun, dont le GHT également se projette au loin sur des départements périphériques, toutes choses. Et puis à l'inverse, chacun, s'il a des bons yeux, peut voir de tout minuscules GHT, et parfois même, mais ça concerne peu de cas, par exemple le GHT entre Saint-Hélier et Novillars pour la psychiatrie, qui se superpose au GHT franc-comtois du MCO, sans qu'on en voit vraiment quand même bien la raison. Donc ce qu'on voit là-dessus, c'est qu'il y a plein d'établissements, que ces 135 établissements supports sont eux-mêmes très variés,
puisque le plus petit, même s'il est anecdotique, compte 1000 RSA, quand le plus grand, c'est 265 000. 265 000, tout le monde sait que c'est les HCL. En gros, hein, c'est les HCL. On va avancer. On a une deuxième très rapidement qui complète ce que vous dites. Également que la variation du nombre de PS dans les GHT est fort variable. Il y a un mode qui n'est pas un mode très marqué, avec 17% seulement du total de GHT à 3 établissements, ce qui complique quand même, 3 établissements de santé. Hein. Mais comme vous le savez, il y a relativement peu d'EHPAD dans les GHT. Il y a 50 EHPAD sur 800 seulement qui sont dans les GHT aujourd'hui, sans compter évidemment les filières EHPAD de l'établissement lui-même. Et au sein du GHT, ce sont des entités juridiques qui sont considérées. Mais on voit bien quand même que à la fois il y a des très grands où il est difficile d'organiser une responsabilité territoriale, et puis des tout petits, et puis des très peu, enfin toute une variété. Combinaison, pardon, c'est ce qui est important, hein, c'est laquelle combinaison de ces variétés crée ici ou là des difficultés accrues. Lorsqu'il y a une sorte de conjonction de ces facteurs qui sont autant de facteurs de fragilité au fond hein, dans la vie du GHT, on peut avoir localement, et c'était le but de la demande du SNPS, d'essayer de distinguer des zones où il pourrait y avoir des difficultés. Alors, ces zones, on va les voir, et on a la photo de famille, là, un peu, et la vision un peu de ces GHT. On va voir la vision de leur mission à partir de leurs aires, et la première des missions, c'est évidemment l'animation du territoire, et vous montrez à travers 3 cartes qu'on va voir comment aujourd'hui s'opère cette animation des GHT sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots rapides? Ben ouais, si, j'ai cité Gilles Romain, maintenant je m'amuse comme je peux. Hein. Je vais citer Fernand Braudel. Fernand Braudel, il disait si j'étais un grand chef d'État, je regarderais les choses telles qu'elles sont sur des cartes géographiques, et puis je favoriserai ce qui va, et puis je prendrai en compte ce qui est. Enfin, je jouerai un peu ce que disait Édouard Couty hier, un rôle de médiateur, bienveillant, en regardant les choses. Bon, quand on regarde la situation là, c'est que j'ai cartographié, donc ça c'est nouveau, personne ne l'a vu, c'est la part des GHT dans l'hospitalisation en fonction du code géographique des patients. Donc au sein des aires couvertes par les établissements supports des GHT qui sont dessinés en bleu, hein, les contours bleus que vous voyez là, ce sont les aires d'attraction au fond des établissements hospitaliers. Au sein de ces aires, on voit bien que soit localement, soit en moyenne, la couleur globale de la tâche, l'attraction de tel ou tel établissement hospitalier est très variable, et que de ce point de vue-là, le GHT lozérien, que vous voyez dans un rouge très foncé sur la carte, où les GHT dans la Meuse ne sont pas placés dans la même condition de responsabilité vis-à-vis de la population, et donc de ce point de vue exercent bien de fait, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, de fait exercent une responsabilité territoriale, que donc les moyens doivent leur être accordés véritablement de l'exercer, et qu'ils sont donc placés dans une situation très différente en Lozère de ce que sont placés, ou même où est placé le CHU de Montpellier vis-à-vis de l'Hérault et du Sud-Aveyron, qui est finalement n'exerce une attraction sur les besoins des patients que de l'ordre de 15 à 20%, compte tenu de l'intensité de l'offre hospitalière privée. On retrouve ça, évidemment, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où même l'extrême importance de la PHM, c'est pas 265 000 RSA, mais c'est 190 000, ne représente au fond qu'une part, somme toute modeste, bien sûr capitale, éminente et tout ce qu'on voudra, on n'est pas là pour dire des bêtises, mais une part, somme toute modeste, de l'hospitalisation en général, compte tenu de l'intensité de l'offre privée alentour. Je suis l'intransigeant maître du temps là-dessus, et il faut qu'on avance un petit peu pour arriver vers les simulations. Il y a 2 autres cartes, peut-être qu'on va commenter celle-là, mais surtout la dernière, moi, qui me paraissait la plus intéressante. Celle-là, moi, j'aurais bien dit un petit mot. Alors, si je reviens en arrière, mais très, très rapide alors. Hein.
Sur celle-là de carte, il est intéressant de voir que au sein des GHT, il peut arriver que l'établissement support, parce qu'il y a un autre facteur, au sein du GHT, l'établissement support peut avoir un rôle absolument majeur. Je continue avec l'exemple de Mende, en Lozère, que chacun situe. On est sur la route des vacances pour vous. Pour Rodez ou pour Cahors, vous voyez ces trois taches noires dans la partie méridionale du pays, à l'intérieur des terres. Dans ces trois territoires-là, autour de Cahors, autour de Rodez, autour de Mende, la responsabilité du CH, elle est absolument éminente dans la délivrance des soins à la population. Donc sa responsabilité territoriale est tout à fait marquée et doit être évidemment confortée. C'est vrai aussi, je change complètement de secteur, mais il y a plusieurs amis bretons dans la salle, même si El Saïr, je crois, est parti, mais il y en a d'autres. Ronan est peut-être là encore. On voit bien que dans le centre Bretagne, la responsabilité du GHT, elle est absolument capitale, semblablement à Saint-Lô, Coutances ou encore ailleurs en France. On avance du coup. Ouais, il faut avancer, il faut cavaler, c'est tellement peu important que... Ah non, vous savez que c'est pas ça, c'est pour aussi donner du temps d'échange avec la salle sur ce que vous dites. Mais oui, Régis, c'est pour qu'on puisse en parler ensemble. C'est mon côté aussi. provocateur. Donc ça, c'est néanmoins une carte qui est aussi essentielle et qui montre justement là aussi les schémas d'animation. Ce qui est intéressant, c'est de dire que finalement, dans l'animation du territoire, il y a, les GHT sont assez présents dans les zones peu rurales, voire peu denses. Oui, on a là la traduction par défaut de la décantation au fil des ans du secteur public d'hospitalisation par rapport au secteur privé d'hospitalisation. Le secteur privé d'hospitalisation qui fut présent à Saint-Flour comme à Romorantin dans les années 1920-1930, c'est au fil des ans concentré dans les villes. Et non seulement concentré dans les villes, mais dans les plus grandes villes. Et aujourd'hui, de plus en plus dans les métropoles. Il fut un temps où à Châteaubriand, comme à Ancenis, il y avait une clinique. Et puis aujourd'hui, les cliniques, c'est les cliniques nantaises, en gros, Jules Verne, NCN, etc. Et je dis de Nantes comme je dirais de n'importe quelle autre ville de taille métropolitaine en France. Il en résulte que dans de très nombreux territoires du pays, assurant au travers de la cohésion sanitaire, la cohésion territoriale et sociale de la France, donc il y a une dimension citoyenne, politique éminente de l'établissement public dans ces territoires-là, il en résulte que le service public représente la quasi-totalité, sinon parfois la totalité tout entière, de la délivrance des soins, et donc a un rôle particulièrement éminent. Ce que disait cette carte, c'est encore autre chose. C'était la comparaison entre les aires de desserte figurées par un liseré vert des établissements supports et la configuration des GHT. Puisqu'on parle des zones rurales, prenons dans la diagonale du vide, ce qui passe par Clermont-Ferrand, l'Auvergne, le Cantal. On voit sur la carte, je ne sais pas si vous êtes loin, que les établissements, par exemple, très vite, hein. Ouais, il mais faut qu'on avance. Les choses, elles sont précises. C'est Saint-Flour, et je parle très très vite pourtant. C'est pas une question de parler vite, c'est une question d'aller. Mais Saint-Flour et Brioude méritent qu'on s'y arrête, comme n'importe quelle autre partie de la France, car ils sont tout autant la France que Paris. Et donc Saint-Flour et Brioude, comme on le voit sur la carte ici, sont intégrés à un GHT du Cantal, autour d'Aurillac. Mais en réalité, A75 oblige, Saint-Flour et Brioude sont aujourd'hui totalement dans l'orbite de Clermont. Donc je vois Thierry qui opine du chef, ça me fait plaisir, mais tu pourras en dire un mot, bien sûr. Mais enfin, on voit bien que peut-être les CH de Brioude et de Saint-Flour eussent pu légitimement être intégrés à un GHT clermontois, dans la mesure où l'établissement de recours, c'est Clermont, pour eux. Alors qu'effectivement, les mecs d'Aurillac, c'est un cousin, les gens d'Aurillac sont, du Cantal, sont plus centrés sur leur Cantal et
Oui, il me bouscule tellement. Alors, oui, il faut avancer, faut avancer. Alors, autre enjeu, l'animation du territoire, on le voit, elle se fait beaucoup dans les zones rurales. Ouais. Dans les zones de grandes métropoles, elle se fait en lien avec beaucoup le reste de l'offre hospitalière, privée notamment. L'autre enjeu, c'est l'accès. Donc, il y a l'animation, il y a l'accès. L'accès, vous l'avez mesuré au niveau de l'établissement support et des autres établissements par la distance en voiture. Alors, ce qui est à moins de 30 minutes, ce qui est à 1h, 2h30, 2h et plus. On voit les cartes, on ne va pas rentrer dans le détail des zones. Juste, je voudrais que vous me disiez en quoi c'est pour vous essentiel de faire la mesure de ce critère-là, qu'on va voir sans les commenter sur l'établissement support et derrière sur l'établissement membre le plus proche. En quoi pour vous c'est un critère ? Comme vous le dites, la distance. Non, si comme vous le dites, dans votre introduction, l'une des principales missions est d'assurer l'animation du territoire pour le GHT, ce que ne vise pas l'article 107 expressément dans ces 2 alinéas, mais dont on peut penser qu'il représente un vrai défi moral, etc., pour l'hôpital public demain, et auquel on souscrit pleinement. Hein, si effectivement il y a cette mission d'animer un territoire, alors il est absolument nécessaire, évidemment, que la distance soit prise en compte dans la définition du territoire animé. On ne peut pas animer un truc qui est trop immense. Et donc, le territoire, pour pouvoir être animé, doit avoir une certaine dimension qu'il ne doit pas excéder, sauf dérogation, sauf situation tout à fait particulière, la Guyane ou d'autres zones comme ça, où là, comme le disait déjà la circulaire Couty du 5 mars 2003, lançant les SROS 2, où là, évidemment, les transports héliportés et tout autre moyen devraient être renforcés pour permettre un acheminement rapide des habitants vers le centre. Et à partir de là, vous dites que c'est 45 minutes, 1 heure qu'il faudrait... Pourquoi 45 minutes, 1 heure ? Parce que c'est un invariant des déplacements humains qui a été constaté dans beaucoup de domaines hospitaliers et de domaines autres qu'hospitaliers. Moi-même, j'ai beaucoup fait d'études empiriques sur les effets de la distance sur la consommation des soins. J'ai écrit un livre il y a 15 ans, 20 ans, qui s'appelait Distance et santé pour la DATAR. Bon, cette idée de 45 minutes, 1 heure, elle est quand même une idée assez commune, partagée. Elle a servi de base au décret Périnat dans leur temps, c'était en 96, 17, 18, la première, tout début des agences régionales d'hospitalisation. Bon, on la retrouve donc avec un certain nombre de collègues, par exemple le Phénol de Brest, qui faisait partie de mon groupe. On a établi un critère temps d'accès idéal à 45 minutes. Il est évident que la France, elle est la France, c'est pas une grande plaine du nord de l'Europe, et que dans le Mercantour, en Guyane, en Polynésie française, dans des endroits qui sont visés par la loi française, des exceptions géographiques se font jour. La montagne corse, c'est la montagne corse. Les Landes ou le Médoc, c'est les Landes et le Médoc. On comprend qu'on est sur une base qui, pour vous, à partir de là, est celle de 45 minutes à 1 heure la de base dessert. Idéale, elle serait là, et à partir du coup de ces enjeux d'accessibilité, à partir de ces enjeux d'animation qu'on a vus, on va arriver dans le moment un peu photocall, vous avez établi une carte simulation de ce qui est pour vous. On va la voir tout de suite. Ouais, aujourd'hui, par exemple... Alors, attendez, j'avance, voilà. Ce qui est pour vous, les différentes simulations que vous avez mis, qui seraient les simulations possibles du nombre idéal de GHT en fonction de la définition de Césaire. Ouais, aujourd'hui on entend dire, y compris par Jacqueline Hubert et Frédéric Martineau, que le nombre de 135 est un peu insuffisant. Aujourd'hui, on entend partout dire, dans toutes les conférences et auprès de tous les syndicats, au SMPS, notamment soucieux de ces questions territoriales, que ce nombre est peut-être légèrement insuffisant, qu'il eût pu être un peu supérieur. Je rappelle qu'il y a 2 ans, en son temps, j'ai publié cette carte dans le cadre de la mission que j'avais reçue de la GES pour proposer avec les camarades avec qui j'avais fait ça, c'est-à-dire Dupont à Nancy, Phénol à Brest et une 50aine d'autres, pour
pour dire voilà le nombre. Et nous étions tombés sur 157. 157, c'est quoi? C'est comme toujours dans la vie, le résultat d'un à peu près et d'une cote mal taillée. Cote mal taillée entre la volonté de pouvoir desservir toujours au plus près, ça c'est un grand objectif qui date de la Déclaration universelle des droits de l'homme, desservir au plus près, la proximité chaque fois que possible, mais seulement quand c'est possible et pas quand c'est pas bon, et puis en regard les capacités financières et existantes que nous avons. On ne va pas créer du jour au lendemain, et sans doute pas dans 2 jours, un nouveau parc hospitalier. Donc c'est en partant de ce qui existe aujourd'hui. Pour animer un GHT, il faut être un support qui, à mes yeux, ne doit pas faire 1000 RSA, mais enfin c'est un cas tout à fait à part. Mais enfin, on doit être quand même un CH d'une certaine dimension, c'est évident, capable d'offrir une très large palette des soins hospitaliers. Donc, on a fait des simulations, et la meilleure simulation, celle qui représentait, mais ça a été beaucoup publié cette carte, il y a même eu un poster diffusé par Gestion Hospitalière là-dessus. La meilleure solution du point de vue mathématique, ou plutôt géométrique en l'espèce précisément, du point de vue géométrique, c'était 157 GHT. Finalement, on voit bien que ça permet de minimiser les zones éloignées, c'est celles qui sont en rouge pour vous sur cette image, et qui relèvent de ces territoires tout à fait particuliers de la France, le Mercantour, le Diois, les Baronnies, le Vercors, des coins comme ça, les montagnes du Forez, enfin je ne vais pas tous les passer en revue, qui sont des coins qui ont et qui seront toujours difficiles d'accès, mais qui justement, comme le montre ici la carte, sont relativement peu nombreux, supportent une population qui est somme toute faible, parce que ce n'est pas les coins les plus peuplés de France, même si nous ne savons pas ce qu'ils seront demain, et ces coins-là pourraient être justiciables d'un traitement particulier. Mais en dehors d'eux, ce que montre la carte, c'est qu'avec 157 GHT, c'est-à-dire un petit peu plus que ce qui est aujourd'hui, on saurait arriver à une meilleure desserte. Maintenant, je n'en fais pas du tout un casus belli, ni une nécessité, mais ça dit qu'on doit regarder certaines situations de près pour les corriger à la marge. Ce n'est pas à moi ça de le dire, c'est au pouvoir politique, c'est au pouvoir syndical de se saisir de la question. Moi, mon boulot, il a été, il sera toujours, pour le peu de temps qui me reste à vivre, il sera toujours d'apporter des faits au débat public. C'est déjà pas mal si on y parvient. C'est ma seule ambition. Je voudrais justement qu'à partir de cette cote de maille que vous proposez, on prenne un peu le regard et la réaction des acteurs et syndicaux et médicaux pour voir un petit peu, et peut-être en commençant par le commanditaire, Jérémy Séché, pour voir vous justement comment est-ce que vous jugez ce schéma qui est proposé, et surtout qu'est-ce que ça a été dit par Emmanuel Vigneron, qu'est-ce qu'en tant que syndicat vous pouvez faire pour construire l'après de ça? Est-ce qu'il faut refaire toutes les cartes, refaire tous les périmètres, ou comment est-ce que justement on peut agir pour faire évoluer et éviter ces luxations congénitales dont parlait Emmanuel Vigneron au début de son intervention? Bien, je voudrais tout d'abord commencer par remercier Emmanuel pour ce travail qu'il a accepté d'effectuer dans un état d'esprit qui a été rappelé, qui est, et que j'ai souligné hier matin, qui est bien de contribuer au débat qui vise à renforcer, à optimiser, à améliorer, à développer la stratégie de groupe public. Et donc, on considère, nous, que les GHT vraiment sont une bonne idée et sont une avancée, mais que pour autant, la question du territoire ne s'arrête pas là et qu'il faut évidemment s'adapter en permanence. Alors, les voies d'adaptation, elles ont été abordées, c'est le privé, c'est le médico-social, c'est la médecine de ville. C'est pas le sujet de l'étude. Le sujet de l'étude, c'est de savoir si on est bien organisé aujourd'hui pour répondre aux objectifs qui ont été fixés. Alors, parmi ces objectifs, et ce n'est pas des moindres, c'est la réponse aux besoins de la population. Et l'intérêt de cette contribution d'Emmanuel, c'est de voir que, globalement, on ne s'est pas trop trompé, parce que de 135 à 157, ce n'est pas 135 à 300. Et on voit bien que les hospitaliers, dans un contexte que chacun connaît, qui était volontariste, compliqué, un peu bouleversant, finalement, ils ne sont pas loin de la cible.
mais que, en même temps, si on veut faire mieux, en tout cas sur ce critère, parce qu'il y a les autres qui ont été rappelés, qui sont des critères administratifs, financiers, j'en passe et des meilleurs. En tout cas, sur ce critère, on n'est pas très loin, mais on peut faire un petit peu mieux. Je crois que c'est reconnu, au moins à voix basse, par la quasi-totalité des acteurs. On en parle avec Thierry régulièrement pour les présidents de CME, c'est acté. Alors, qu'est-ce qu'il faut en faire? Parce que c'est ça la question. Faut en faire le meilleur usage, c'est-à-dire un usage prudent et proportionné. Je pense que personne dans la salle et peu de collègues hospitaliers dans le pays veulent renverser la table et remettre en question les GHT qui viennent de se mettre en place, qui sont encore loin d'être à maturité. Donc, pour nous, c'est un élément du débat public. Au moment où le président de la République, on le sait, mardi prochain, va reposer la question du territoire. Pour nous, c'est un élément du débat public qui doit nous permettre d'avancer sur la vision qu'on veut porter, avec toujours cette dialectique intégration, fédération, rapport avec les partenaires. Vous savez que je pense que nous sommes entre nous, je ne serai peut-être pas cité dans la presse, les journalistes, je vous remercie, c'est du off. On sait que vraisemblablement, il va y avoir une obligation de travail avec le secteur privé pour un certain nombre de GHT, lorsqu'il y a des prises en charge et des parcours de prise en charge qui concernent les 2 types de structures ou les 3 types de structures. Ce n'est pas anodin de regarder le résultat de cette étude si on nous fixe cet objectif-là, qui est très vraisemblable à un horizon de quelques jours, etc., etc. Donc à ce stade, c'est une contribution au débat public. Je pense que chacun va se saisir, parce qu'on a tous regardé évidemment notre petit bout de carte de France, hein, et puis on a regardé les voisins et on s'est comparé, et donc on va essayer d'avancer sur ces sujets. Je ne suis pas plus long, puisque je pense qu'il faudrait que les collègues réagissent un petit peu. Oui, je voudrais qu'on donne la parole dans la salle à quelques témoignages, quelques réactions et commentaires aussi. Michel Léopold-Jouvin, merci pour cet exposé. Dans le même temps, je vais réagir avec une parole très libre et peut-être m'inscrire un petit peu en faux par rapport à l'optimisme de Jérémy. Après cet exposé, j'ai une conviction profonde, c'est que ces GHT posent un problème certain. Ils ont un avantage, c'est qu'ils sont à l'image des traditions françaises. C'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Je m'explique. On a mis en place des structures qui sont très administratives et pour garder des contacts avec les collègues, j'entends quand même que c'est loin d'être la panacée universelle. Et au lieu d'encourager ce qui aurait satisfait tout le monde, à commencer par les populations, c'est-à-dire encourager des coopérations par la motivation, c'est-à-dire dire, voilà, il faut développer des coopérations, et ça je suis convaincu de cela, mais on va encourager les chefs d'établissement par des motivations qui peuvent être par exemple financières, en fonction de l'efficacité des coopérations qu'ils vont développer. Coopérations qui peuvent être à géométrie variable. Ce qui permettrait une souplesse, ce qui éviterait de la bureaucratie, et qui par ailleurs éviterait que l'on fasse une confusion dans ce que disait Tieng Xiaoping lors de sa réforme économique, qu'importe la couleur du chat du moment qu'il attrape les souris. Voilà, donc je voulais faire ces quelques commentaires. Comme vous l'entendez, je ne suis pas un fanat des GHT, je suis un fanat des coopérations, je suis un fanat de la souplesse, de l'encouragement et de la responsabilisation, mais en aucun cas, enfin, je ne me réjouirai de voir ce chemin poursuivi très longtemps. On prolongera cette discussion dans la table ronde d'ailleurs, qui viendra après. Monsieur aussi avait une remarque. En haut. Oui, bonjour. Renan Sanquer, directeur adjoint, CHU de Brest.
groupement hospitalier de territoire de Bretagne occidentale, donc qui couvre les besoins de santé des habitants du pays COB, du centre-ouest Bretagne, de Carhaix, si vous connaissez. Juste un commentaire, en fait, et si Jérémy a ouvert un peu la parole et qu'effectivement les journalistes ne reprennent pas, la question est posée effectivement sur les GHT dans le contexte actuel de savoir vers où on va. À ma connaissance, les GHT, ça date de 2016. On nous a fait bosser comme des ânes sur la convention constitutive du GHT, sur le projet médical partagé du GHT, sur le projet médico-soignant, et j'en passe, et des meilleurs, avec quand même auprès du terrain, quoi qu'on en dise dans les cabinets ministériels, des visions assez pragmatiques, y compris de certaines de nos ARS, qui consistait essentiellement à dire, effectivement, ça intéresse le citoyen de savoir comment ses besoins sont couverts. Et donc, si on pose la question de l'organisation du système de santé et de nos établissements par rapport à cette question des besoins à couvrir, très concrètement, ça va intéresser les citoyens. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas compliqué. Et les étapes que je rappelais du projet médical partagé, tout ça, ainsi de suite, l'intégration, c'est des choses compliquées, mais je crois qu'il ne faut pas abandonner cette idée. Et moi, à mon sens, pour avoir une parole très libre, mais qui ouvre au débat, ce que soulignait Jérémy, là, quand on nous dit que dans 3 ou 4 jours, il va falloir intégrer le privé, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure manière d'approfondir quelque chose qui a débuté, en gros, depuis un peu plus de 2 ans. Voilà. Ce que je voudrais, parce qu'on ne va pas refaire l'histoire des GHT et les discussions sur est-ce que c'est le bon ou le mauvais format, on l'a fait beaucoup et on le fera un peu. Ce qui m'intéresse, moi, c'est véritablement de voir ce qu'on peut faire avec ça. C'est-à-dire ce qu'on peut faire avec ce cadre de 157 GHT qui est proposé. Comment est-ce qu'on reconstruit la Côte de Maille, comme le disait Emmanuel Vigneron? Est-ce qu'on le prend comme un élément contributif et puis on espère que les autorités publiques s'en saisiront, et puis si elles ne s'en saisissent pas, au moins on leur aura dit. Comment est-ce qu'on en fait son enjeu, son histoire? Deux choses, si vous permettez, ou 3, mais bref. La première, c'est que je ne prétends pas détenir la vérité. La deuxième, c'est qu'on ne propose pas 157 GHT. C'est quelque chose qu'on a proposé en son temps. C'était au printemps de 2016, avant même la sortie du décret sur les GHT, puis la rédaction des conventions constitutives entre mai et juin, pour le 1er juillet. On n'en est plus là. De l'eau a coulé sous les ponts, des choses se sont enclenchées. On en est au fait que certains déplorent ou remarquent que leur GHT n'est pas bien fonctionnel. Et que, comme toujours dans le droit français, il est possible de réviser ce qui ne convient pas. Donc, dans quelques cas, rares cas, des aménagements doivent être trouvés. Et de ce point de vue-là, il est légitime qu'un corps constitué comme le SMPS ou une conférence, ou peu importe, se dise on va apporter au débat public des éléments d'appréciation. Après, il y a le champ des possibles. Ronan, il ne m'étonne pas que de Brest vienne la voix que les choses ne vont pas si mal que ça. Si vous avez bien, et j'ai plaisir à le souligner, si on regarde bien mes cartes, on verra que c'est en allant vers l'ouest qu'on trouve de plus en plus de situations parfaitement raccord entre le GHT et l'aire d'attraction des établissements, dans le dimensionnement. C'est lié à plein de choses. C'est lié d'abord à une très vieille habitude de vie organisée, comme dans les Pays de la Loire, autour de grandes villes, Le Mans, Angers, Nantes, etc. Donc ça crée autant de cellules de taille assez limitée, relativement bien peuplées, comme l'Ouest français. Et puis, il n'y a pas non plus de situation de zone montagneuse. Après tout, les zones un peu difficiles en France, c'est quand même le Massif central, le Massif alpin et les Pyrénées et le Piémont pyrénéen. Et puis aussi, c'est dans l'Est, dans la vallée du Rhône, enfin dans la partie orientale de la France
et dans la partie méridionale de la France que se situent les plus grands mouvements de population sur les 50 dernières années, avec la mutation de l'ancienne nord-est industriel vers le sud et les littoraux, et vers évidemment toujours Paris. C'est là que se situent les plus grandes difficultés, un tissu très important qui datait du XVIe, XVIIe siècle, mais qui s'était bien prolongé avec la révolution industrielle, de villes petites et moyennes, très denses dans l'est et le sud du pays, et qui sont aujourd'hui en décrépitude totale. Et donc, c'est pas normal que ce soit dans cette partie orientale, qui n'est donc pas la tienne à Brest, bien sûr, mais dans cette partie orientale et méridionale du pays, que se situent les zones les plus difficiles, où des aménagements devraient être trouvés, car la vision administrative y a sans doute été pas assez... bon. Et la dernière chose, et j'en termine, ce qui fait aussi, par exemple, cher Ronan, qu'en Bretagne, les choses vont bien, on voit bien sur mes cartes que les GHT sont bien dessinés, et ben c'est l'ancienneté du mouvement, je ne dis pas ça pour Guy, qui pourra confirmer ou infirmer, peu importe, mais il est évident que la Bretagne connaît depuis de longues dates, car c'est de là que c'est parti, une organisation locale de la vie en pays qui se sont constitués dès les années 1950, bien longtemps avant que la loi de chevènement sur les pays et les agglos ne viennent d'actualité en 1995. Voilà. Merci Emmanuel Vigneron. En tout cas, oui, un mot. Pour conclure, hein, et sans monopoliser le micro, en tout cas, tout ceci pour le SMPS milite dans une direction qui est très simple, c'est demander l'évaluation des GHT en 2018, en 2019, ce qu'on a demandé au dernier comité de suivi de GHT. Bon, maintenant, les comités de suivi de GHT sont reportés de réunion en réunion, donc peut-être qu'on aura l'occasion de le refaire si une réunion se tient, mais la notion d'évaluation, aujourd'hui, elle est essentielle autour de la réaffirmation de ce qu'on veut en faire. Voilà, je ne vais pas plus loin. La partie sur l'évaluation, je ne dis pas un mot là pour finir. Et donc une évaluation, et d'ailleurs dans le rapport, il y a des critères d'évaluation que vous avez présentés, on n'a pas le temps de les regarder. Il y a des critères d'évaluation que vous avez présentés, et c'est un axe fort aussi de ce que vous portez, Emmanuel Vigneron, c'est l'idée de dire il faut aussi et que chaque GHT évalue ses effets pour pouvoir prendre son destin en main et corriger ce qu'il y a à corriger. Le géographe n'a pas toute la parole, il apporte de la lumière en tous les cas. Merci beaucoup de vos lumières, Emmanuel Vigneron. Merci à vous.